l'idée du syndicat national des spécialistes en endocrinologie, diabétologie, maladies métaboliques, qui souhaitait disposer d'un outil pour mieux se faire connaître, pour avoir plus de visibilité pour la spécialité, pour disposer d'un véritable outil qui leur permette aussi de négocier avec les tutelles, qu'elles soient nationales, qu'elles soient régionales, ou avec les syndicats, avec le monde de la santé en général. Et puis on voulait, au-delà d'un constat, d'un état des lieux de la spécialité, aussi faire des propositions pour l'avenir, nos propositions pour l'avenir, concernant la spécialité. Alors pourquoi faire? Pourquoi? Parce que la spécialité d'endocrinologie, diabète, maladie métabolique, déjà n'a pas un nom aussi évident que cela. Donc déjà nous nous appelons les endocrinodiabétologues au terme de cette étude de livre blanc. Et pourquoi ce nom est peut-être aussi le reflet de la complexité de notre travail, l'état de crise dans lequel nous nous trouvons par rapport aussi à la médecine globalement, mais peut-être aussi aux pratiques des spécialités cliniques, dont nous sommes l'archétype. Nous avons donc mené une réflexion à ce sujet-là, qui concerne aussi la rémunération, un certain nombre de choses que vous retrouverez dans ce livre blanc. Alors c'est un travail collectif, ce livre blanc, donc le CNMED en est à l'origine, mais toutes les institutions, toutes les structures qui fédèrent, qui travaillent dans l'endocrinologie, le diabète, ont participé, qu'il s'agisse des sociétés savantes, la société de la SFE, la SFD, nous sommes au congrès de la SFD, qu'il s'agisse du CNU, bien sûr qu'il y a des représentants, qu'il s'agisse du conseil, qui est maintenant la structure qui aussi unit tous les représentants de la discipline, qu'il s'agisse des patients avec l'AFD qui était également présente et qui nous a aidés. Donc Patrick, j'en ai oublié. La FENAREDIAM, excusez-moi. Qui regroupe les associations d'endocrino-diabéto libéraux, et puis aussi le CODEGE, qui est le collège des hospitaliers des hôpitaux généraux. Voilà, on a associé absolument toutes les structures représentatives de la spécialité, donc c'est un travail collectif. Alors, on pourrait faire une espèce de photographie. En 2012. Voilà, une photographie actuelle de la spécialité. C'est d'abord une spécialité qui est très féminisée. Environ 70% aujourd'hui des endocrino-diabétologues sont des femmes. Et ce chiffre ne fait que croître, puisqu'aujourd'hui, 9 internes sur 10 sont des femmes. Donc ça, c'est un élément fort de la spécialité, c'est cette féminisation. La répartition au jour d'aujourd'hui entre libéraux et hospitaliers, c'est à peu près moitié-moitié. On voit une évolution qui se fait plus maintenant vers un exercice hospitalier, puisque sur 10 internes, 9 choisissent aujourd'hui le secteur hospitalier. Donc c'est aussi quelque chose d'important dont il faut tenir compte. Que dire, c'est aussi une spécialité, si on prend le secteur libéral, où les revenus sont quand même les plus bas des spécialités médicales. Rappelons-le, il s'agit de spécialités cliniques, avec des actes cliniques qui sont longs et qui sont mal rémunérés. Donc ce qui fait que quand on nous regarde au palmarès des spécialités médicales, évidemment, on n'est pas très bien loti. Donc ça, c'est un petit peu l'aspect négatif de la chose, mais pour lequel nous allons proposer des solutions, parce que bien sûr, on ne peut pas se satisfaire de cet état de fait. Voilà, je pense que Brigitte peut nous dire un petit peu sur les hospitaliers, la photographie des hospitaliers. Alors la photographie des hospitaliers, donc on est la moitié des endocrinos, avec aussi quand même des attachés qui ont aussi une activité mixte entre le libéral et l'hospitalier. Bon, il y a aussi une grande différence entre les personnes hospitalières, puisque les PH, il y a les praticiens hospitaliers avec des activités qui sont variables. Donc tout cela on le connaît au sein du milieu hospitalier. Ce que l'on peut dire là-dedans, alors ils ont peut-être un petit peu
moins répondu au questionnaire, puis se sont un petit peu moins dévoilés que les libéraux, dont la problématique est importante. En tout cas, on forme aussi des internes, ça il faut le dire. Il y a de nombreux internes. C'est une spécialité dont la démographie est en augmentation, et ça c'est rare, il faut donc le dire. Ce qui fait aussi que les gens sont jeunes, les gens sont des femmes. Ça va donner du baume au cœur aux libéraux, ça. Toute une frange de la population médicale entre 30 et 40 ans qui a quand même des difficultés pratiques, qui explique aussi peut-être le fait qu'on reste là où on a été formé, dans les hôpitaux, avant de faire le grand bond d'aller à l'extérieur, qui viendra peut-être quand ces femmes vieilliront, mais à l'heure actuelle ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors les hospitaliers sont aussi au sein d'un certain nombre de problèmes, puisque la discipline endocrino explose au niveau des pôles. Vous savez qu'on est regroupé en pôles, et c'est jamais un pôle unique d'endocrinologie, donc il faut faire valoir sa place, ce qui n'est pas évident, puisque nous n'avons pas beaucoup d'actes pour pouvoir avoir une activité très bien rémunérée au niveau des hôpitaux. Donc là aussi c'est une bagarre, c'est une discussion, mais que les gens mènent et sur lesquels il faut être conscient et bien pragmatique et actif. Et concernant le secteur libéral, il faut vraiment restaurer l'attractivité, parce qu'il faut tenir compte aussi de l'évolution sociologique de l'exercice de la médecine. Et aujourd'hui, les jeunes veulent travailler en groupe, en collaboration. Donc il faut trouver des moyens de leur permettre ce mode d'exercice avec des regroupements style maison de spécialistes ou cabinet regroupant des spécialistes, mais par exemple plusieurs endocrinos, mais avec un petit plateau clinique, avec des possibilités d'exercice collaboratif. C'est très important, je pense. Il faut qu'on fasse découvrir beaucoup plus le secteur ambulatoire, le secteur libéral aux jeunes, qui aujourd'hui, dans leur cursus, n'ont pas de possibilité de découverte de cet exercice. Donc tout ça, ça va se traduire par un certain nombre de propositions dans ce livre blanc. Je vais juste rajouter quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que l'endocrino, comme les autres disciplines, est confronté à de la désertification médicale, et nous nous décrivons dans ce livre blanc comme des spécialistes de proximité. On n'a pas envie qu'on fasse 150 km pour aller voir un endocrinologue, aussi bien libéral qu'hospitalier. Donc nous sommes confrontés à ce fait de devoir se rapprocher des patients, et là ça sera aussi l'endocrinologie de demain, qu'elle soit hospitalière ou libérale, et même qu'on collabore entre nous pour pouvoir faire face aux besoins de nos concitoyens. Alors, de façon très concrète, nous avons fait 8 propositions dans ce livre blanc. 2 concernent, je dirais, la médiatisation de la spécialité, comment se faire mieux connaître du grand public, et puis comment aussi mettre en avant notre savoir-faire, notre valeur ajoutée pour la prise en charge des maladies chroniques. Voilà, on fait 2 propositions. On a 5 propositions qui concernent plus particulièrement notre exercice professionnel de demain. Et puis donc une qui vise le secteur hospitalier pour favoriser plutôt la prise en charge ambulatoire, donc se donner les moyens d'une prise en charge ambulatoire, avec un juste équilibre avec l'hospitalisation. Une autre dont on a déjà parlé qui concerne le secteur libéral, rendre beaucoup plus attractif ce secteur libéral, et puis d'autres qui sont sur je dirais une meilleure maîtrise de notre profession, avec une mise à disposition d'une véritable base de données qui serait notre base de données, c'est-à-dire que nous allons construire et que nous allons maîtriser nous-mêmes. Et puis, il y a une proposition forte sur la réunion d'états généraux au niveau de chaque région, pour qu'on travaille tous en collaboration, quel que soit notre mode d'exercice, universitaire, hospitalier, libéraux, pour vraiment réfléchir sur l'offre de soins de demain, je dirais en face à face avec la demande de soins. Là, on parlait tout à l'heure des déserts médicaux, quelle réponse nous y apportons collectivement au niveau de chaque territoire de santé, et on va faire de véritables propositions qui seront ensuite débattues avec l'ARS. On souhaite vraiment maîtriser nous-mêmes notre avenir.
La nutrition, pour nous, c'est une compétence qui fait partie intégrante de la spécialité d'endocrinologie, diabétologie. Pour nous, c'est évident, c'est de par notre formation, de par notre expérience. Un certain nombre d'endocrinologues ont fait le DESC de nutrition. D'autres ont, par des expériences anciennes, une légitimité à faire valoir cette compétence. Pour autant, nous ne revendiquons pas du tout cette compétence comme exclusive de l'endocrinodiabétologie. Je crois que la nutrition, c'est le type même de la compétence transversale qui peut être partagée avec d'autres spécialités. Ce que nous souhaitons en revanche, c'est que dans les autres spécialités, les gens qui souhaitent afficher leurs compétences en nutrition le fassent après avoir fait une formation digne de ce nom, c'est-à-dire le DESC, et non pas, comme on peut le voir aujourd'hui, divers DU, divers diplômes d'université qui ne sont pas validants pour cette compétence en nutrition. Voilà. Je pense que les endocrinologues reconnaissent la part importante de la nutrition dans leur travail et nous sommes confrontés donc à cette épidémie d'obésité, au diabète de type 2, à un certain nombre de problématiques que nous partageons, et la nutrition est vraiment quelque chose sur lequel nous allons mettre tout ce que nous pouvons pour améliorer la formation de nos jeunes internes et bien faire reconnaître la compétence des endocrinologues dans ce domaine. Et ce livre blanc, nous allons déjà le distribuer à tous nos collègues, parce que c'est une mine d'informations, au-delà du constat qu'on fait sur notre exercice professionnel, cette photographie qu'on vous a exposée et qu'on détaille bien sûr dans le livre blanc, c'est aussi une mine d'informations sur diverses thématiques, la télémédecine, l'éducation thérapeutique, tout un tas de choses innovantes dans les modes d'exercice de demain. On a un gros chapitre sur le médico-économique, l'épidémiologie des maladies que nous prenons en charge, l'économie de ces maladies et les conséquences évidemment que ça peut avoir sur notre exercice professionnel de demain. Bref, c'est une mine d'informations aussi. Donc je pense que là, nos confrères de la spécialité vont être intéressés par tout cela. Ils ont besoin de s'approprier les propositions que l'on fait, parce qu'on va avoir besoin de tout le monde pour faire vivre ces propositions. Au-delà de nos collègues, après ce livre blanc, ça va être notre outil qui va nous permettre d'aller négocier, comme on le disait au début, avec les diverses tutelles, avec les ARS, qui sont aujourd'hui nos principaux interlocuteurs en matière de santé, puisque ce sont maintenant la santé se décline au niveau régional et c'est important. Et puis avec aussi, on l'a dit, avec tout le monde de la santé, en général, voilà, ça va nous permettre d'avoir je dirais, du concret à montrer à nos interlocuteurs et à pouvoir, donc, dans ces conditions, être en meilleure position pour discuter, négocier selon les cas.